Bonjour à tous. Vous êtes beaucoup, hein? Ça fait un petit peu église, tu disais. Oui, ça fait un peu église. C'est un peu intimidant, mais c'est bien. Intimidant, Ouais. voilà, c'est ça, exactement. Aujourd'hui, on plonge dans le monde de Mathieu Le Hanner, un endroit où le beau tient une place majeure. Ça rime, t'as vu? Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Imaginez un lieu où technologie, art et design se mélangent, si bien qu'on en oublie les frontières, créant une étincelle de magie. Vous êtes un magicien. Waouh. Vous, tu, bon, on va faire entre les deux. On peut se dire tu ? Ouais, on peut se dire tu. On se dit tu. Pour moi, c'est ça le style de Mathieu. En 2024, c'est indéniablement ton année, Mathieu. Impossible de te manquer. Entre la torche olympique, la distinction en tant que créateur de l'année par Maison et Objets, ton nom est vraiment sur toutes les lèvres. Et tu dévoiles justement sur le salon cet espace à autonomie. C'est une carte blanche ou plutôt une carte jaune, si on peut dire, qui incarne une vision audacieuse d'un futur harmonieux entre l'homme, le design et la technologie, et qui réinvente notre manière de vivre. Alors là, voilà. Préparez-vous à une discussion pas comme les autres, on se connaît bien, et on va découvrir un univers où chaque détail a son importance, parce que vraiment, tu fais attention aux détails. Bienvenue dans l'aventure. D'abord, donc, métamorphose du réel. Je le disais, pour traiter cette année, il faut vraiment y aller. Il faut habiter dans une grotte, limite. C'est marqué vous partout. Alors, pardon si je dis vous, tu, parce qu'en plus, à la télé, je dis vous, je dis pas tu. Tu peux dire les deux. Je dis les deux, voilà. Tu as été choisi pour dessiner la torche olympique. C'est un peu le Graal dans la carrière d'un designer. Je ne sais pas si c'est le Graal. Enfin, je l'avais jamais imaginé. La seule chose que j'avais imaginé, c'était que quand Paris a été retenu comme candidature, quand ils ont été retenus pour l'édition, je m'étais dit, je pense que je ferai la torche. Alors, pas comme, je savais que je ne serais pas choisi. Je m'étais dit, ce ne sera pas moi et peu importe. Mais je m'étais dit, j'en ferai une quand même. Je prendrai la parole, comme je l'avais déjà un peu fait sur des projets où on m'avait rien demandé, mais Notre-Dame, la flèche. Oui, Notre-Dame, par exemple, on m'avait rien demandé, et une semaine après la catastrophe, je m'étais dit c'est mon métier de m'exprimer. Moi, je le fais pas avec des notes de musique ni avec des mots. Je le fais avec des objets, des propositions, et donc voilà, pour Notre-Dame, je l'avais fait. Ça avait été plus ou moins bien pris d'ailleurs, mais c'est un autre sujet. Et donc, il y avait eu polémique, on va dire. Oh, il y a eu des polémiques, j'ai reçu des menaces de mort, enfin, ah ouais, non. Ah oui, ça avait été loin. Ah oui. Ça avait été loin. Mais c'est bien, ça veut dire que ça réagissait, c'était le but. Pas de provoquer du tout, mais d'amener proposer c'est un une métier chose. Qui touche l'humain, donc ça fait réagir. Exactement. Ça veut dire qu'en tout cas, ça touche quelque chose qui, certains, ça les émeut, d'autres, ça les énerve. Ça fait partie du jeu. Et donc, la torche, je m'étais dit, qu'on me demande ou pas, et je m'étais dit, on me demandera pas. Mais je pense que le sujet est trop important pour ne pas prendre la parole dessus. Et c'est vrai que une torche olympique, c'est un objet qui est assez magique, c'est un objet qui est mythique, c'est un objet qui est historique, c'est un objet qui même s'il reste un objet, il a un potentiel de magie. Moi, je l'ai vraiment découvert une fois qu'on avait fini la torche, avec des journalistes, avec des visiteurs, avec qu'importe. Et on est un peu comme un gosse, hein, parce que quand tu me l'avais présenté, c'est vrai que c'était... Non mais c'est dingue, c'est dingue. On parle de la torche, alors moi je dis un petit peu les éléments qui l'ont inspiré, un peu l'histoire du concours, etc. Et puis on vous écoute, on dit très bien, et puis d'un seul coup vous dites, en fait je l'ai amené avec moi. Ouais. Donc, tout le monde veut la toucher, tout le monde veut la prendre. J'ouvre mon sac, je la sors, et moi ça fait 8 mois que je vis avec, donc voilà. D'ailleurs, tu l'emmènes partout, tout le temps. Voilà, je l'ai sûrement quelque part. Mais et donc vous la sortez et vous la mettez sur la table. Et là, c'est pas une question de design, c'est que c'est la torche olympique. Et donc là, il y a un potentiel de magie. Les gens vous demandent est-ce qu'on peut la toucher comme si elle allait porter bonheur. Ouais. Et donc ça, pour un designer, c'est absolument incroyable parce que ça veut dire que un objet seul, et encore une fois, quelle que soit la façon dont il soit dessiné, celle-là ou les éditions précédentes,
il draine avec lui, il porte en lui des choses qui sont bien au-delà, évidemment, de l'objet lui-même. Mais du coup, est-ce que ça met une pression? Bah non, parce qu'en fait, tu l'avais pensé avant, mais après, dans la réalisation, d'en pas se gourer, parce que c'est quand même un objet qui a un usage. Enfin. En fait, l'histoire du projet, pour la faire très courte, c'est que ça a été un concours lancé par Paris 2024. Ils avaient présélectionné 10 ou 12 designers. Chacun de nous avions un mois pour proposer un projet de torche et de vasque olympique. Et à la suite de ça, on m'appelle et on me dit « c'est votre projet qui a été retenu ». Et donc là, très honnêtement, ça a été une immense joie pendant 15 secondes. Et puis juste après, effectivement, une responsabilité sans aucun doute, mais la pression parce que le compte à rebours a commencé. Donc effectivement, à ce moment-là, vous pensez pas vraiment en fait à l'histoire, vous pensez pas aux milliards de personnes qui vont la regarder. Vous êtes très concentré sur la torche. C'est mon métier, c'est ce que je fais tout le temps. Et donc, vous avez beaucoup de problèmes à résoudre, vous avez beaucoup de problèmes d'ergonomie à résoudre, vous avez des éléments techniques à intégrer. Donc, vous êtes très concentré et toute mon équipe l'était aussi. Et c'est presque maintenant qu'on sort un peu la tête de l'eau ou du feu, où on se dit... Les deux. Oui, ou les deux. Et où on se dit... Waouh! Et en fait, on l'a chez nous à la Factory, qui est notre lieu de travail. Et il n'y a pas si longtemps, un membre de l'équipe passe devant, et je le vois qui s'arrête, et je lui dis « Qu'est-ce que tu fais ?» Et il me dit « En fait, on a fait la torche olympique quand même. Ouais. » Et c'est vrai compte. que tout le monde avait un peu oublié, parce qu'on plonge dans les sujets. Alors justement, l'inspiration, tu disais que c'était presque venu avant, enfin quand tu as su qu'il y avait ça, tu t'es dit « Allez, je vais faire quelque chose ». Elle est venue de quoi? Parce que c'est construit quand même, c'est pas qu'un geste. Il y a tes idées dans ta tête, puis après tu disais de la technique, il y a de la technologie, il y a plein de choses dedans. Ouais, en fait, dans le cahier des charges initial, il y avait à peu près rien. Rien, non pas parce qu'ils n'avaient pas fait le travail, mais rien parce qu'ils avaient considéré que c'était aux créateurs de donner leur interprétation, et donc ils voulaient surtout pas préempter une inspiration, une esthétique ou que sais-je. Et donc, dans le cahier des charges, on avait en gros un poids à respecter, on avait une dimension, et puis la contrainte la plus importante, c'est que la flamme ne peut pas et ne doit pas s'éteindre. Parce que la torche, c'est bien joli, mais le plus important dans l'histoire, c'est la flamme. C'est ce feu sacré qu'on allume à chaque édition à Olympie en Grèce, qui est le berceau de l'olympisme, et qui va traverser des milliers de kilomètres pour arriver à son point final. Et donc, le projet, il s'est construit sur plusieurs éléments. Le premier, ça a été de dire, mon choix, c'était de dire, je vais partir de l'égalité. Et l'égalité, c'était pourquoi? Parce que c'est une des valeurs qui était très importante dans la candidature de Paris 2024 sur l'égalité entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, qui vont se succéder, qui auront le même niveau d'ambition, d'exigence, mais égalité aussi parce qu'il y a une parité parfaite, et c'est la première fois, entre athlètes hommes et athlètes femmes. Et donc cette idée très belle mais abstraite de l'égalité, la question était de se dire comment je l'incarne, comment je la symbolise. Et donc c'est là qu'est venue l'idée de symétrie et de faire en sorte que c'est un objet qui est absolument symétrique entre la partie haute et la partie basse, qui me semblait, qui me semblait l'incarnation la plus claire, la plus évidente pour parler d'égalité. Et puis ce sera Paris. Et puis ce sera Paris, la cérémonie le long de la Seine, et donc je voulais aussi qu'elle nous parle de ce moment-là et du contexte parisien. Et donc l'idée, c'était pas pour moi de m'inspirer des grands monuments parisiens qu'on connaît tous, c'est peut-être un peu trop parfois, mais de me nourrir de la Seine. Et donc faire en sorte que l'eau, l'élément eau, on va le retrouver en partie basse. Donc oui, on a une symétrie parfaite, et à la fois la partie basse, elle ondule, on a presque l'impression de la regarder comme un reflet dans l'eau. Elle est traitée de façon différente, elle est aussi polie. Donc oui, une torche, c'est un objet qu'on va voir sur son téléviseur, ou si on a plus de chance, en voyant passer le relais. Si on a encore plus de chance, peut-être qu'on va pouvoir porter la torche pendant le relais. Mais donc c'est un objet qu'on voit de façon très furtive. Donc ça veut dire que c'est un objet qui doit véhiculer des choses, porter des choses. C'est pas juste qu'il doit être joli ou pas, c'est pas vraiment le sujet. Il doit envoyer des messages, c'est un symbole aussi, mais en très peu de temps. Donc on peut pas lui en mettre trop. On ne peut pas lui en mettre trop peu, il faut trouver le juste milieu pour que, en quelques secondes, il vous dise égalité, Paris, pureté, hop,
Et puis, il y a quand même le métier de designer dans le sens où il faut pas que ça soit trop lourd, il faut que tout le monde puisse le porter, à la fois des enfants. Voilà, il y a aussi toute cette réflexion-là. Et tu disais aussi le fait que ça ne s'éteigne pas. Donc, en fait, il y a une technologie derrière tout ça. Tu as eu une réflexion, il y a eu des allers-retours. Comment ça s'est passé? Oui, il y a eu beaucoup de tests de fait, parce qu'en plus, on se compliquait quand même beaucoup la vie. Quand j'ai dessiné cet objet-là en phase concours, entre vous et moi, j'avais aucune idée, savoir si on pouvait techniquement le faire. Parce que historiquement, et on le sait tous, toutes les torches, elles ont cette forme un peu évasée. Elles sont serrées en bas pour être prises en main facilement, et puis elles s'ouvrent en haut parce qu'on a beaucoup de choses à y mettre en termes de brûleur, la flamme, etc. Et donc, quand je leur ai amené l'idée de symétrie, donc le fait qu'on se refermait en haut, ils ont dit « Ok, banco, on y va », mais personne ne savait si on allait y arriver. Donc ensuite, c'est beaucoup de tests, c'est des mises au point de brûleurs très techniques. Là, c'est des brûleurs qui sont capables de supporter des tornades, des pluies diluviennes, etc. Et donc, il y a aussi tout un travail qui est non des moindres sur l'intégration de ces éléments-là, faire en sorte que tous ces éléments techniques, technologiques, ne soient pas apparents. Je voulais pas que ce soit un message. On n'est pas là pour rendre compte ou rendre hommage à la technologie. Oui, il faut pas que ça se voit. Donc ensuite, c'est beaucoup d'allers-retours. Avec le fabricant aussi. Avec les fabricants de tous les éléments séparés qu'on vient ensuite assembler. D'autant qu'il n'y en a pas qu'une. Il y en aura 2000. 2000, donc voilà, c'est énorme. Et comme à chaque fois que je te vois, de toute façon, c'est comment va être la vasque? Mais là, vous n'en saurez rien. Mas, tu le diras pas à tout le monde. Tu me dis pas à moi, mais tu le dis non. La vasque, je peux pas en dire grand-chose, voire rien. Non, si je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc que j'ai peut-être, non, mais cherchez pas, on va pas l'avoir. Non, vous n'allez pas l'avoir, ça c'est sûr que non. Je vais vous dire un truc, c'est pas grand-chose, mais que je crois jamais dit, c'est que donc ils m'appellent, ils me disent vous avez été retenu, on adore votre projet Torche et Vasque, et donc je leur pose la question. Je suis ravi, mais pourquoi moi donc ils m'expliquent tout ce que j'ai évoqué pour la torche, mais ils disent on adore la torche, mais on aime encore plus la vasque. Oh là là, il va falloir patienter jusqu'à quand? On tease un peu. Mais donc la vasque, non, la vasque, elle sera dévoilée. Traditionnellement, c'est vraiment le dernier chapitre de la cérémonie d'ouverture. Donc il y a la cérémonie qui se déroule, les délégations, tout ça, ça va être sur la scène, ça va être absolument incroyable. Et puis, il y a le dernier relayeur ou dernière relayeuse, porteur de la torche évidemment, qui arrive. Et en général, c'est une icône absolue. Du sport. Et qui va embraser la vasque. D'ailleurs, on le sait, qui va embraser la vasque? Non, pas encore. Mais vous ne le saurez pas. Bon, quand même, je l'ai vue en vrai, cette torche, et je trouve qu'elle reflète vraiment ton design. Et on retrouve un petit peu Est-ce que c'est une obsession, ça? Je ne sais pas, tu vas me dire. L'ondulation, dont j'aimerais on aborde ce sujet-là. Non, c'est pas une... Alors, oui, de fait, la torche, elle est pas si éloignée de moi parce qu'elle en sort aussi. Ensuite, l'idée, c'était pas qu'on me reconnaisse dans la torche. Non. Mais... la torche, elle va être vue par des milliards de personnes. Qui l'a dessinée? Honnêtement, tout le monde s'en fout pas mal. Et je les comprends. Ensuite, c'est sûr que d'une manière générale, me poser la question de quelle façon un objet peut se nourrir de la nature qui l'a vu naître, de quelle façon un objet peut donner le sentiment que ça n'est pas un objet, que c'est une chose qui continue à vivre. Moi, je donne souvent l'image d'un arbre, c'est-à-dire qu'un arbre, vous le voyez pendant quelques secondes, c'est un objet statique, c'est un objet. Mais en fait, on sait qu'il est vivant, il est en train de continuer à bouger, c'est très lent, c'est pas perceptible à l'œil, et donc j'aime essayer de faire en sorte que les objets aient ce potentiel-là. Oui, ça semble une chose, mais il y a certains éléments qui font que on a l'impression qu'en fait, il a une énergie interne, il a une vie interne, qui n'est pas au même rythme que nous, il n'a pas un cœur qui bat comme nous, mais que ça n'est pas qu'une chose morte. C'est une chose qui vit, et qui du coup, c'est là où on a envie d'interagir avec elle, parce qu'entre deux êtres vivants, c'est toujours plus intéressant. Et donc, du coup, cette interaction avec l'eau, pourquoi dans le design, ça te fascine autant, et comment tu les matérialises? Parce que ça revient dans énormément de projets. Même la torche, quand même. Même si c'est scène, même si c'est plein de choses, mais
L'élément eau, c'est pas que je l'aime esthétiquement ou que je l'aime matériellement. L'eau, c'est nous, c'est-à-dire que nous tous ici, on est quand même des grands sacs de flotte. Voilà. Non, mais je suis désolé de le dire. Mais donc on a une structure qui tient un peu tout ça. Mais on est 80 ou 85% d'eau. Donc c'est ce que nous sommes. C'est de là d'où on vient. Voilà. On vient de ces bactéries aquatiques. Donc c'est notre histoire, c'est notre passé, c'est ce que nous sommes. Et je dirais peut-être, et c'est ce qui m'a fait rentrer un peu dans le monde liquide d'une certaine manière, on le vit tout, c'est-à-dire que face à la mer, face à l'océan, face à une eau qui est en mouvement, on vit tous une expérience, qu'on en soit conscient ou non, mais de notre existence, de notre finitude peut-être. Mais en tout cas, pour moi, c'est un des rares moments où je sens que je suis vivant. Je me dis, c'est vrai, en fait, je suis vivant. J'avais oublié en fait ce détail-là. Je suis vivant, c'est déjà incroyable. Il y a plus de chances que je n'existe pas que j'existe. Je suis là. Et donc, face à la mer, il y a aussi cette dimension de... C'est-à-dire que la mer que j'ai devant moi, elle existait il y a des millions d'années. Elle existera des millions d'années encore. Donc, c'est une chose qui est bien plus grande que moi. Et donc... on vit une expérience tous. Et donc, ça faisait quelques années... Ça crée une émotion, alors. Et ça crée une émotion, ça crée une espèce de chose qui... Une émotion et une évidence. C'est une espèce de chose... Voilà. Il y a un reflet qui, pour moi, est naturel et à l'échelle, je dirais, de cellulaire, si je peux dire. Et donc, je voulais voir si un objet avait la capacité de... on n'aura pas la même que face à l'océan, mais de se rapprocher de ce qu'on peut vivre à ce moment-là. D'où le projet 56 en 2018. Raconte-nous. Alors 56 se nourrissait effectivement de ce jeu de l'eau, mais je voulais vérifier une chose, somme toute assez naïve, mais on sait tous que oui, la mer est bleue. Ok, c'est entendu. Jusque-là, oui. Jusque-là, oui. Mais quel bleu, comment le bleu, etc. Et donc, on a fait une expérience avec mon équipe, c'était de se dire, on va choisir 50 points sur le globe. Donc on avait une grande map monde devant les yeux. Et on a choisi 50 points de mer, d'océan, de grands lacs. À partir de ces 50 points, on en a tiré des coordonnées GPS. Et à partir de là, on a commandité des photos satellites de ces 50 points. D'accord. Donc c'est assez long, il faut que le satellite vienne juste à l'aplomb, il faut qu'il attende qu'il n'y ait plus de nuages et qu'il prenne une photo haute résolution. Et donc au bout de quelques semaines ou mois, on reçoit 50 photos haute définition de la mer, en 50 points du globe. Et en fait, on voit, c'est ce que j'espérais, mais on n'était pas sûr, c'est que ça n'est jamais le même bleu. Et on part d'un bleu quasiment noir, si vous allez en Antarctique, à des bleus presque lagons, pas si éloignés de la couleur de la moquette. Si on est moins profond, si on a un sol plus sablonneux, si on a des alluvions qui se déversent. Donc ce qui m'intéressait aussi derrière tout ça, c'était de se dire l'immense diversité des bleus, c'est l'immense diversité de ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'à la fois, on est tous bleus, on est tous pareils. Non, je ne suis pas bleu. Hein. Et à la fois, on a tous toute cette unicité, spécificité, etc. Donc, j'utilisais l'infinité de bleu pour parler aussi de l'infinité de ce que nous sommes chacun individuellement. Et comment concrètement ça se met en place? Comment ça se fait après? Alors techniquement, ça a été, en fait, ça faisait 15 ans ou 10 ans que j'essayais de faire ça. Mais c'était jamais satisfaisant. On avait fait beaucoup de tests en partant de photographies haute résolution et voir si on pouvait en tirer un relief de mer. Ça ressemblait, mais on sentait pas de vie là-dedans. D'autres tests plus ou moins efficaces. Là, on voit les bleus, là, justement. Voilà, là, on voit quelques variations de bleu. Et puis récemment, il y a eu des logiciels développés pour le cinéma qui étaient capables finalement de non pas copier le relief liquide, mais de reproduire l'algorithme de ce qui se produit dans l'océan. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans les ordinateurs, vous ne dessinez pas les vagues, mais vous contrôlez les courants, leur force, leur direction, la vitesse du vent, etc. Et donc, sur l'ordinateur, on fait apparaître des reliefs. Et puis, c'est là où, à un moment, je vais dire, là, on est bon, parce qu'on sent que il y a suffisamment de courant, donc la mer est en train de se charger et à la fois c'est pas non plus la tempête. Donc trouver le juste milieu et ensuite c'est tout un tas de ponts, je dirais technologiques, techniques
pour aller de l'ordinateur jusqu'à la machine qui va être capable de produire ça. Et produit en quel matériau, du coup? Alors sur les 56, on est sur des pièces en céramique émaillée. Ouais. Sur les pièces qu'on voyait avant, c'était du marbre. Donc là, c'est extrêmement long, on part de blocs de marbre et qui seront ensuite usinés suivant le relief de mer et ensuite qui sont polis entièrement à la main. Donc c'est des process très 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 lourds, très longs, mais qui pour moi font aussi partie de la beauté de la pièce. C'est tout le temps nécessaire pour la faire vivre. Si on résume, en fait, c'est la nature qui vous inspire, mais là-dedans, il y a la recherche, et après, il y a ce que vous voulez faire ressentir aux autres, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu le paradoxe de l'histoire, c'est-à-dire qu'on est parfois obligé de s'éloigner d'éléments naturels, c'est-à-dire d'aller vraiment dans la technologie de pointe. On parlait de 56, on va convoquer des satellites qui vont tourner avec des appareils photographiques d'une complexité dont on peut imaginer. Là-dedans, non, mais dans ceux qu'on fait les satellites, oui. Non, mais de l'idée dans ceux qu'on de fait les satellites, oui. Et donc, on doit aller chercher des technologies très, très pointues, très contemporaines, parfois balbutiantes. Et en fait, l'objectif, c'est paradoxalement de se rapprocher de notre moi primitif. C'est-à-dire que ce que moi je vis face à l'océan, c'est ce que l'homme ou la femme des cavernes vivait devant l'océan. Je pense que ça n'a pas bougé d'un poil. Alors, de l'ondulation des mers à l'air que nous respirons, ton design, c'est vraiment un hommage à la nature et une recherche comme ça de ressenti presque non pensé, comme ça, intuitif. Donc, il y a ce projet, Andrea, 2009. Raconte-nous. Andrea, en fait, il part d'une... C'est un purificateur d'air. C'est un purificateur d'air. Et en 2009, c'est encore balbutiant, mais on commence à parler de la pollution intérieure, qui est une chose qu'on maîtrise encore assez mal. Mais en gros, on apprend par le monde scientifique, sans qu'on veuille vraiment l'admettre, c'est que la pollution intérieure est beaucoup plus dangereuse que la pollution extérieure. Ça, c'est ma fille qui est en train de tester le produit. Et je m'intéresse à ce moment-là à la capacité que la nature pourrait avoir de purifier cet air intérieur. Et donc, on sait depuis quelque temps que certaines plantes, et en l'occurrence la quasi-totalité des plantes, ont la capacité naturelle de filtrer ces molécules toxiques pour nous et de les nettoyer. Sauf que la plante dans son pot ne filtre à peu près rien. Parce qu'en fait, ce qu'on apprend avec le scientifique et avec les recherches de la NASA, c'est que l'efficacité de la filtration n'est pas dans les feuilles de la plante, n'est pas dans le visible, mais dans les racines et la terre de la plante. Donc en fait, tout le système, Andrea, est un système qui va forcer l'air intérieur à rentrer à la bonne vitesse, au bon endroit, à travers les éléments véritablement efficaces de la plante pour purifier l'air intérieur. Tu as développé ce dispositif avec un professeur d'université. Tu parlais, enfin là pour le coup, c'est encore design science. Ça aussi, c'est un peu une obsession. Enfin, je sais pas quel mot dire, mais c'est presque. Enfin, en plus, tu commençais le design à ce moment. Enfin, t'étais installé un peu. J'étais à peine plus âgé que ma fille. Là. Elle est très en avance, ou tu es très en avance. Mais en fait, c'est une obsession, mais c'est un peu ce que j'évoquais sur la technologie. C'est un moyen. Et qu'est-ce qui te fascine là-dedans, d'aller rechercher dans la science? Ce qui me fascine, c'est de me dire, moi, je suis rentré dans une école de design avec à peu près aucune idée de ce que c'était que le design. J'avais à peu près compris qu'on s'adressait à des êtres humains et que notre moyen d'expression était des choses. Voilà, pour le dire un peu en résumé. Et donc, j'arrive de façon assez naïve, je n'ai aucune culture du design, et je me dis, ok, très bien, donc il faut qu'on commence quand même à comprendre cet être humain. C'est quoi? C'est qui? C'est pas un utilisateur, c'est pas un consommateur, c'est pas juste un patient, c'est un truc un peu bizarre, c'est une espèce un peu complexe qui va alterner de la plus grande profondeur à la plus grande futilité, qui va être d'une immense complexité, qui va être une enveloppe extérieure et des éléments intérieurs, qui va être une interaction permanente avec son environnement, de par la respiration. On parlait de l'air. L'air, c'est une des matières qui nous... Alors, il y a l'eau, on l'a évoqué, mais l'air, c'est quand même une chose qui va rentrer à l'intérieur de moi, qui ressort. Enfin, c'est pas rien. Sauf que cet air-là, bon, on respire là depuis qu'on a commencé à parler. Je pense pas que tu aies pensé au fait que tu respirais depuis le début de la conversation. Non, j'ai pensé à plein d'autres trucs. Moi non plus.
Et pourtant, c'est sublime. C'est-à-dire que si on y réfléchit 2 secondes, c'est quand même, d'abord, c'est un vrai plaisir de respirer. Donc, un projet comme celui-là, c'est de se dire... on s'en rend compte quand on respire plus. Oui, c'est un peu tard. C'est un peu tard. Donc un projet comme celui-là, il vise à se dire, je m'adresse à un être humain, qu'est-ce que c'est? C'est un être vivant qui respire. Ok, qu'est-ce qui respire? De l'air. Ok, on va commencer par l'air. Qu'est-ce que c'est que cet air? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il a assez d'oxygène? Est-ce qu'il est propre? Est-ce que ça va être agréable, etc. Donc ça commence comme ça. Et puis une fois qu'on commence comme ça, moi je suis pas scientifique, j'y connais rien. Donc je me dis, alors il faut que je me rapproche des gens qui savent. Donc je me rapproche de scientifiques. Donc là, un professeur à Harvard. Ensuite, on va voir effectivement des recherches qui ont été faites. On interroge des spécialistes de la pollution intérieure. Et donc c'est là où on va gratter progressivement, essayer de comprendre et voir comment on peut utiliser certaines connaissances dans des objets plus quotidiens. C'est là où en fait tu places le design comme le maillon d'une chaîne. Enfin, l'idée elle vient de toi, mais après tu as besoin d'accompagnement. C'est bon pour toute forme de design en fait. Ouais, on fait rien tout seul. C'est le chaînon manquant entre moi, tout nu, qui sort de la caverne, et le reste du monde. Voilà. Donc le design, ça va être toutes ces choses-là. Est-ce que tu étais un contemplatif petit? Est-ce que ça... Comment tu le sais? Bah parce que, enfin, non mais est-ce que tu penses avoir eu ça en toi déjà, parce que de pas sortir de ça, c'est quand même assez dingue. C'est que c'est dans l'enfance. Enfin, est-ce que tu as voulu toujours être designer et mettre ça? Non, j'ai surtout, j'ai jamais voulu être designer. Je suis toujours pas raté, sûr. Mais non, t'aimes pas qu'on dise designer d'ailleurs. J'étais absolument un enfant contemplatif. Ouais. Je ne dessinais pas, je bricolais pas, je construisais pas. Enfin, ça m'intéressait pas spécialement. Un des trucs qui a dû jouer, c'est que je suis issu d'une famille nombreuse, très nombreuse. On était 7 enfants. J'étais le plus jeune. Et donc, vous êtes le plus jeune, une famille de 7 enfants, constituée essentiellement de garçons. Faut que tu te débrouilles, quoi. Faut qu'on se débrouille. Et donc, vous observez, vous regardez. Et donc, une famille, c'est une petite société. Donc, vous voyez ce qui se joue entre les personnes. Vous voyez comment ça interagit. Vous observez. Vous n'avez pas trop le droit de prendre la parole. Vous êtes trop petit pour prendre la parole. Vous n'avez pas les arguments pour la prendre non plus. Donc vous observez. Et donc, j'ai passé une enfance tout à fait heureuse, mais effectivement assez contemplative. Et je suis arrivé dans le design un peu par hasard. Je suis très heureux d'y être, hein, mais je suis arrivé un peu par hasard. Mais probablement que le fait que je me sois jamais vraiment posé la question de où est-ce que ça commençait, où est-ce que ça terminait, vient de là. Vient que je suis rentré dans ce domaine-là sans aucune culture et que du coup j'ai probablement investigué ce champ-là de façon presque un peu naïve. Oui, c'est ça. Et voilà, regarder un peu autour candide. Tu as regardé autour de toi et la nature, ça inspire forcément. Enfin, Elle n'était pas loin. Elle était pas loin. On va parler d'un autre projet qui, oui, demain est un autre jour. Raconte-nous, parce que ça aussi, c'est une aventure forte. C'est une aventure très forte. C'est l'histoire de ce projet-là, c'est une commande. C'est la commande d'un hôpital à Paris. Diaconesse. Hôpital des Diaconesses, Croix-Saint-Simon. Et le responsable de l'hôpital me contacte, me disant, voilà, on a dans notre hôpital, on a la chance d'avoir un service de soins palliatifs. Donc c'est l'endroit où vous allez passer les dernières semaines, derniers jours de votre vie. Et il me dit, c'est un département particulier parce que la guérison n'est plus l'objectif. L'objectif dans un soin palliatif, c'est d'accompagner de la meilleure façon possible un patient en fin de vie. Et donc on sent que même si techniquement on est au top, même si relationnellement on est au top, on a besoin d'une dimension artistique, évocatrice, relationnelle. Il ne sait pas vraiment la décrire, mais il sent que peut-être c'est par le design que ça peut aider. Et donc je reviens vers lui après de nombreux mois de réflexion, avec une idée assez simple, en disant voilà, on va installer dans chacune des chambres, le département contient une vingtaine, une fenêtre. Mais une fenêtre un peu particulière, qui va être une fenêtre qui va vous diffuser à chaque fois le ciel du lendemain. Et donc même si les patients ne seront pas là demain pour voir effectivement de quoi le ciel est constitué, ils auront toujours un petit coup d'avance sur potentiellement la mort elle-même. Et donc, il y a dans chacune des chambres cet écran-là, qui est une forme de hublot,
et qui vous diffuse exactement ce que sera le ciel du lendemain. Donc c'est une animation. Vous voyez des nuages passer, vous voyez une pluie, un soleil, etc. Et puis, et laisser la possibilité aux patients, en fonction de leur histoire personnelle, sous quel ciel ils veulent se connecter. S'ils viennent de Bamako, de Taïwan, de Marseille, de Quimper, ou que leurs enfants y vivent, ou c'est l'endroit où ils auraient voulu aller, ou peu importe, ils vont demander au personnel soignant de se connecter. Et donc, en fait, le principe, c'est que c'est aussi un objet très technique, très technologique, parce qu'en fait, le système, c'est qu'on a développé un programme qui va se connecter aux plus grands sites météo mondiaux, qui récupère les informations en termes de température, vitesse du vent, densité des nuages, etc. Et en fonction de ça, et en tous les points du globe, et en fonction de ça, qui va recréer une animation qui va se dérouler en permanence devant les yeux du patient. Alors, autre projet, là conçu pour Veuve Clicquot, c'est ça? C'est 2010. Explique-nous. Là, Veuve Clicquot vient me voir. Veuve Clicquot, ils ont un très bel hôtel qui est à Reims, lieu évidemment de production du champagne. Et ils me disent, voilà, on voudrait que vous dessiniez une des suites de l'hôtel. Et donc, je vais visiter et je leur pose la question, mais qu'est-ce qui va se passer dans cet hôtel-là? C'est n'importe qui peut louer une chambre? Ils disent, non, c'est un hôtel qui est plutôt réservé à nos ambassadeurs, nos clients VIP, etc. Le contexte à chaque fois est hyper important. Il est clé. Enfin, dans le design, c'est une évidence, mais je veux dire, il faut vraiment en tenir compte. Absolument. Et donc, je leur dis, mais donc concrètement, il se passe quoi? Il me dit, par exemple, on va avoir une grande star américaine qui arrive de Los Angeles, on fait une réunion, un dîner, et puis il va se coucher, et le lendemain, il part vers Tokyo. Et donc, je me dis, mais en fait, le design de la chambre, la décoration de la chambre, on s'en fout totalement, c'est pas le sujet, en fait. Ils disent c'est un peu important. Il faut qu'il puisse dormir. Alors voilà, je me dis en fait non, on va s'intéresser plutôt à sa nuit. On va s'intéresser à ses rêves et on va faire en sorte qu'il ait la plus belle nuit du monde. Et donc je me dis comment on peut faire en sorte qu'une personne, un humain, rentre vite et profondément dans le sommeil. Et donc là c'est pareil. Une fois que j'ai dit ça, ok, mais j'y connais rien. Donc, je me rapproche de grands spécialistes du sommeil. Il y a des hôpitaux à Paris qui travaillent là-dessus pour les gens qui sont dépressifs chroniques, ont des insomnies, etc. Et ils me donnent les quelques paramètres sur lesquels, effectivement, on peut influer sur le sommeil sans médicaments, sans somnifères, etc. Et ce qui est très intéressant, ça rejoint un peu ce qu'on évoquait, c'est que dans tout ce qu'ils me décrivent, on se rend compte que ce qui agit dessus, en gros, c'est un coucher de soleil. Si on n'avait rien, c'est-à-dire pas d'électricité comme ici, pas de climatisation, pas de chauffage, etc., lorsque le soleil se couche, la lumière baisse, la température baisse de fait, et le bruit de l'activité humaine des animaux baisse. Et donc, c'est ces trois paramètres-là qui font en fait que nous tous, humains, on est fait pour ça, on réagit naturellement, et notre chimie interne va réagir à ces paramètres de baisse de luminosité, baisse de température et baisse du bruit. Et donc, le principe de ce que je propose à Veuve Clicquot, et non pas une décoration de chambre, mais je leur fais un lit un peu spécial, qui est un lit qui va vous faire rentrer plus vite et plus profondément dans le sommeil en jouant sur ces paramètres. Donc, oui, encore... je parle trop, hein? Non, un peu, mais... Enfin, non, tu parles pas trop, mais il y en a un temps à partie. Donc, je te presse un peu avec les images, mais grosso modo, c'est... ce que je retiens, c'est contemplation, c'est imaginaire, c'est rêve. Là, on parlait du sommeil, mais en fait, là, on va parler des lieux qui donnent à repenser le voyage, l'habitat et tout ça, mais toujours avec ces mêmes pensées qui t'habitent, quoi, un peu. Donc, prochain projet, parce que tout ça, la 4L. C'était rigolo, ça. Oui, c'était très rigolo aussi. Ça, c'était rigolo. Les autres aussi étaient rigolos. Oui, ils étaient parfois dans des contextes un peu moins rigolos, mais on essaie de les faire avec... Non, mais ils touchaient l'humain et ils avaient un but, une fonction. C'est ça le métier de designer. Hein. Là, je vais essayer de le faire le plus court parce que je parle trop. Non, tu parles pas trop. C'est juste. Là, c'est Renault, grande marque automobile, et donc ils ont sorti il y a quelques décennies la fameuse 4L que nos parents, grands-parents ont conduit. Et ils me disent, voilà, Mathieu, on voudrait que vous repensiez la 4L, que vous customisiez la 4L. Je me dis, OK. Et là, en gros, on sort du Covid. Et là, si je m'écoute et que je ne regarde pas les voitures qui ne m'intéressent pas beaucoup,
Et je me dis, mais de quoi en fait on a envie là? Est-ce qu'on a envie de conduire des voitures? Je suis pas sûr. On ne pouvait pas toujours sortir. Est-ce qu'on a envie de se tirer? Ouais. Est-ce qu'on a envie de fuir? Est-ce qu'on a envie de monter dans une voiture et de partir et on ne sait pas très bien où et on ne sait pas très bien où on va arriver, mais en tout cas, respirer, voilà, respirer. C'est ça qui me vient. Et du coup, je me dis, en fait, j'ai pas envie de faire une voiture, j'ai envie de faire une chambre d'hôtel qui est garée en bas de chez moi et je monte dans ma chambre d'hôtel et je pars. Et je sais pas où je vais, mais je vais dans la forêt du coin, je vais jusqu'à Étretat, je vais en Normandie, je descends dans le sud, peu importe. Mais je prends le minimum vital avec moi et je prends la route. Ça aussi, c'est très important dans votre travail, le minimum vital. Le minimum vital et la fuite, voilà, après, c'est oui. ça. L'éloge de la fuite. Oui. Et donc le projet se construit là-dessus. Et donc ce qui était pas mal aussi, c'est qu'on avait un temps très court. Donc c'est un projet qui s'est fait, la 4L, il s'est fait quasiment en temps réel. C'est-à-dire qu'il y avait les prototypistes qui étaient à côté de moi. Et je dessinais en temps réel et ils sculptaient la voiture. Et donc la 4L est devenue ce qu'on a appelé suite numéro 4, qui est voilà, la plus petite suite d'hôtels du monde, mais en tout cas celle qui est capable de se déplacer. Et il y avait sur l'avant de la voiture aussi ces ondulations. Donc il fallait ramener un peu d'eau quand même, c'est ça. Ça vous donne la direction. Là, on voit l'espace et c'est votre fameuse carte blanche ou carte jaune là, qui est pas loin, alors avec mon sens de l'orientation, là-bas, hall 7, dans le même hall. Créateur de l'année, donc on vous a confié un espace et c'est conçu un peu comme un écosystème de vie minimal, optimal, jaune. Jaune, oui, jaune. Pourquoi ? Pourquoi jaune ? Ouais. Non, mais avant ça, oui, avant ça quand même, parce que la couleur, elle arrive un peu plus tard. Oui, mais bon, en même temps, c'est ce qui... Quand on connaît votre travail, oui, c'est ce qui marque là, quand on arrive dedans. Mais il y a beaucoup de choses avant, c'est sûr, et une réflexion qui n'est pas celle du jaune. Mais... En fait, le projet, il se construit sur l'idée de se dire, et probablement le projet de la 4L qu'on voyait juste avant, suite numéro 4, était déjà un signe avant-coureur de ça. Était de se dire, aujourd'hui, on voit émerger dans des points très différents du globe la pensée de se dire, et si il fallait qu'on s'en aille ? Parce qu'il y a un confinement, parce qu'il y a un effondrement, comme évoquent les survivalistes. Et si on devait partir par envie ou par nécessité ? Qu'est-ce qu'on emmène ? Et c'est la question, c'est que si vous partiez sur une île déserte, qu'est-ce que vous emmenez ? On vous pose la question, vous dites, j'emmènerais Marcel Proust. Ou... Ouais. Là, le projet, c'est ça. C'est de se dire, et si je devais partir, seul ou avec ma famille, qu'est-ce que j'emmène et quelle vie je recrée ? Une fois qu'on se dit ça, ça veut dire qu'on n'est pas prêt à tout abandonner. Je ne suis pas prêt à revenir, à m'habiller avec une peau de mammouth et allumer mon feu avec des silex. On ne parle pas de grotte. Par contre, je ne pourrais pas tout emmener, et c'est très bien. Il faudra que je fasse des choix, il faudra que j'ai moins de choses, et par contre, il faut que je puisse avoir de l'énergie, il faut que je puisse me nourrir, il faut que je puisse me garantir un peu de sécurité, il faut que je puisse faire un peu de sport, il faut que je respire un air pur, quelques fonctions vitales, et puis que ça me donne envie, et aussi que j'ai envie, que ce ne soit pas juste des éléments fonctionnels, mais que ça me donne envie. Et donc le projet se construit là-dessus. Et c'est vrai que le jaune, il arrive assez vite là-dedans, parce que d'un seul coup, je voulais que, même si je devais partir par nécessité et me réinventer ailleurs, je voulais que ce jaune m'amène une sorte d'énergie et que ce soit une sorte de couleur thérapeutique, une sorte de couleur médicament, comme un shoot de jaune et qui me soit mon gasoil. Tout ça avec une notion d'écologie, aussi. Tout ça avec une notion d'être effectivement beaucoup plus synchronisé par rapport à mon environnement, donc de fait effectivement d'écologie. Je suis désolée, je vous presse, mais... On fonce. Une vie en 45 minutes. Oui, c'est ça, il y a beaucoup de projets. Je voulais revenir sur un des projets pour lequel vous avez tu as reçu le prix de l'intelligence de la main, de dialogue avec la Fondation. Enfin, on ne revient pas exactement là-dessus, c'est une déclinaison. Ouais. Prix de l'intelligence de la main avec l'artisan d'art céramiste Claude Aiello, qui était la pyramide des âges à l'origine, et là qui est devenu, qui a évolué, c'est ça ? Qu'est-ce que tu voulais raconter avec ce projet-là, évoluer ? En fait,
c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre qui nous sommes à l'échelle de la cellule, mais je dirais même à l'échelle planétaire et la façon dont on vit dans différents pays, dans différentes cultures, dans différentes chances d'être né sur tel ou tel territoire. Et donc, cette notion de pyramide des âges, qui est une façon en fait de représenter la démographie, qui est une façon de représenter un pays en fonction de l'âge de chaque habitant. Et on voit en gros si un pays est plus ou moins jeune, si un pays est plus ou moins développé, parce qu'on voit en gros les courbes de natalité ou de mortalité. Donc en fait, c'est une représentation qui existe, qui est utilisée par les démographes, etc., qui est assez émouvante et très parlante, surtout sur ce que nous sommes et en fonction des points du globe. Et donc l'idée, c'était d'en faire des objets. Parce que lorsque c'est une représentation graphique, on la regarde de façon un peu froide. Donc je voulais que ce soit un objet effectivement un peu émouvant. Et donc, on a fait une collection pour faire les 200 pays, à peu près 200 pays dans le monde, et présenter effectivement ces 200 pays et comprendre les spécificités d'histoire, de présent, de futur de chaque pays, les degrés de développement, le potentiel de la jeunesse de chaque pays. Donc avoir cette vision globale et où on puisse à la fois se voir nous, parce que si moi je prends celle de la France, et le pays où je suis né, où je vis, et si je compte toutes les strates, je me vois, je suis dans la pyramide, j'en fais partie. Et donc c'est une représentation qui me plaît parce qu'elle accepte la personne unitaire, mais aussi dans son pays et à l'échelle du monde. Et est-ce que c'est un design d'engagement, un design politique? Est-ce que c'est faire prendre conscience de quelque chose? Est-ce que finalement aussi tout ça, tout ton travail va pas dans ce sens-là? Moi, j'arrive pas avec humblement. Non, mais c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est de façonner des graines. Et puis ensuite, je les plante. Le projet Autonomie qui est là-bas, c'est pas un projet clé en main qui est fini, que je peux vendre demain matin. C'est une graine. Donc moi, mon rôle, c'est de shaper une belle graine et ensuite de la planter. Et ensuite, chez certains, elle prend parce qu'ils s'y reconnaissent, parce qu'ils l'arrosent, parce qu'ils l'entretiennent. Chez d'autres, elle ne prend pas et ça fait partie du jeu. Donc j'arrive pas avec un message. Je veux pas arriver avec une solution toute faite. J'ai pas plus de bonnes idées qu'un autre. Par contre, mon métier, c'est de préparer ces graines-là et ensuite, c'est les jardiniers que nous sommes qui décident ou pas de les faire croître. Et l'endroit où tu fais croître ces idées, c'est dans cette serre. C'est dans cette serre-là, c'est la factory. Auquel tu tiens vraiment. Enfin, c'est comme si ça faisait partie aussi de tes autres projets. Parce que dans la mesure où tu es un chercheur aussi, à ta façon, et ben, c'est une manière d'avoir un lieu à toi où tu cherches. Oui, et où tu fabriques, et où il se passe des choses, et où tu montres. Oui, parce qu'en fait, elle est aussi un peu... C'est un lieu rêvé pour un créateur, parce qu'en gros, c'est le lieu où vous réfléchissez aux idées, c'est le lieu où, avec votre équipe, vous les développez, vous les mettez au point, vous les concevez, c'est le lieu où vous commencez à les prototyper, vous les mettez en forme, et c'est le lieu où vous allez ensuite les assembler, les mettre en caisse, les vendre, les expédier. Donc c'est un lieu où on a entièrement rassemblé les choses, verticalisé, et où en gros on maîtrise absolument tout. Parce que je me méfie beaucoup d'une idée qui peut être très riche au départ, mais qui est toujours fragile au départ. C'est une graine, c'est fragile. Et donc si vous la livrez à quelqu'un d'autre, à une autre marque trop vite, elle peut être mal arrosée. Donc là l'idée c'est qu'on prend soin de chaque idée. Et toutes celles qui le méritent, on les pousse au bout. Donc l'idée, c'était aussi de se constituer au fur et à mesure comme une marque. Et la Factory est vraiment la serre qui, effectivement, accueille tout ça. Et pourtant, tu as été directeur artistique de marque. Oui, j'ai essayé beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que tu n'y retournerais pas. Non, mais c'est aussi parce que j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai vu ce qui, à mon avis, fonctionnait. J'ai vu aussi ce qui fonctionnait moins. Et la Factory, elle est aussi le résultat de ça. Le projet à venir qui ouvre en mars, c'est ça? C'est New York qu'on va inaugurer, oui absolument, mars ou avril prochain. Et là alors, pourquoi? Et ben là, c'est parce que justement, une fois que dans la Factory, on développe l'ensemble de ces pièces, de ces collections, on voulait trouver une façon de pouvoir les montrer et les présenter à nos clients, collectionneurs, quels qu'ils soient. Et là, c'est le passage vers l'art. Donc, c'est une ambition commerciale aussi, New York? Non, c'est une ambition à la fois pour pouvoir présenter les pièces dans leur contexte. Et donc là, c'est un grand appartement, c'est un grand penthouse où en fait, on va aménager l'ensemble avec nos pièces.
Je vous remets et qui là. permettent de les montrer vraiment dans leur contexte réel. Donc les clients viennent, s'assoient sur les canapés, on leur offre un café, on discute, on prend le temps. Ils repartent avec un lustre ou un canapé, ou ils repartent les mains vides, peu importe. Mais donc c'est essayer aussi de rajouter des maillons à cette chaîne pour maîtriser, encore une fois, depuis l'intention de départ jusqu'à la pièce qui est chez vous. Je ne crois pas que vous en ayez encore des pièces. Non, pas encore. Non. Il est temps qu'on vous en vende. Ouais. Et l'avenir? L'avenir. Parce que là, quand on a vécu ce que tu viens de vivre, entre La Flamme, entre Créateur de l'année ici, entre les différents projets, la Factory New York, enfin, c'est faire croître ces petites graines. Mais après, c'est d'autres projets? Après, oui, alors c'est d'autres projets. C'est continuer Tout ça en 13 secondes. Tout ça en 13 secondes, c'est continuer à construire l'histoire, c'est continuer à maîtriser cette histoire-là, c'est continuer à s'offrir la plus belle vie possible et proposer des petites graines qui peut-être pourront contribuer à une plus belle vie possible autre que la mienne. Ben voilà, 0. Pile poil, oh la Pile vache. poil. Voilà, merci Mathieu. Pile poil, et donc plus de temps pour des questions. Désolée, les gens peuvent te les poser peut-être en direct comme ça. On n'a pas le temps d'échanger, poser des questions. Peut-être 5 minutes. On nous dit oui, non. Allô? Oui. Oh, ça va. Non, vraiment une ou deux questions si vous voulez. Mais bon, d'abord, Peut-être qu'il n'y en a pas d'ailleurs. il n'y en a pas. Voilà, ça a été clair. Bon, bah, merci. Ah, ça c'est une bonne affirmation. C'est Moi une aussi, belle conclusion. Moi aussi. Super. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci.